Bienvenue dans le débat sur France 24. Le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert avec le discours de Xi Jinping. Le président chinois s'est exprimé pendant près de 2 heures devant plus de 2300 délégués du parti au Palais du Peuple de Pékin. Il a défendu sa politique zéro Covid et évoqué les questions de sécurité. Il a expliqué que la Chine ne renoncera jamais à l'usage de la force pour obtenir la réunification de Taïwan et prendrait toutes les mesures nécessaires pour bloquer tout mouvement séparatiste. Xi Jinping devrait être reconduit pour un 3e mandat comme secrétaire général du parti. Alors Xi Jinping est-il l'homme le plus puissant de Chine depuis Mao? Est-il en passe de devenir l'homme le plus puissant du monde? Y a-t-il un risque de guerre entre les États-Unis et la Chine? Xi Jinping tout puissant, on en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-François Di Meglio. Bonsoir. Bonsoir. Économiste, également président de l'Asia Center. Bienvenue à vous. En face de vous, Marie Holzman, bonsoir. Sinologue et présidente de Solidarité Chine. Bienvenue à vous également dans le débat. Chunyan Li est avec nous, fondatrice de Feida Consulting. Merci d'être là, Chunyan. Et puis également en face de vous, Thierry Volton. Bonsoir, Thierry Volton, essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, auteur d'une histoire mondiale du communisme. C'est 3 tomes, c'est ça? C'est ça. Eh bien, 3 tomes, voilà. Et en voilà donc la couverture. C'est évidemment un lien direct avec ce débat. Merci d'être là. Le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert dimanche. On va revenir d'abord sur le discours de Xi Jinping en images. Une mise en scène bien orchestrée. Pour l'ouverture de son congrès, le Parti communiste chinois accueille Xi Jinping sous un tonnerre d'applaudissements. Les 2300 délégués du PCC sont venus de toute la Chine. Dans son discours d'ouverture, Xi Jinping défend son bilan et sa politique draconienne de lutte contre le Covid, de plus en plus contestée. Nous avons placé la population et les vies humaines au-dessus de tout. Nous avons persévéré avec ténacité dans une politique dynamique de zéro Covid, en lançant une guerre totale très populaire pour arrêter la propagation du virus. Ce congrès est crucial. Xi Jinping devrait obtenir un 3e mandat consécutif à la tête du parti. Il est parvenu à écarter ses rivaux à coups de purges spectaculaires, officiellement au nom de la lutte contre la corruption. Une politique qu'il a vivement défendue. La lutte contre la corruption a remporté une victoire écrasante et a été consolidée de manière exhaustive, éliminant les graves dangers latents au sein du parti, de l'État et de l'armée. Sur la place Tiananmen, les policiers sont partout pour éviter toute contestation. Le congrès doit durer jusqu'à samedi prochain et tout est fait pour que l'événement se déroule sans accroc. Et on retrouve à Shanghai notre correspondante Lou Kissila. Lou, bonsoir. On a vu donc 2300 délégués du parti étaient comme un seul homme derrière Xi Jinping. Qu'en est-il des Shanghaïais ? Alors difficile de savoir exactement ce qu'en pensent les Chinois puisque sur les réseaux sociaux, toutes les publications officielles qui ont trait au Congrès sont fermées aux commentaires. Donc pas de réaction possible, qu'elle soit positive ou négative. En revanche, à Pékin, jeudi, une banderole a été déployée par un manifestant. Et ces banderoles, sur l'une d'entre elles, demandaient la destitution de Xi Jinping. Une autre de critiquer notamment la politique zéro Covid. C'est un événement complètement incroyable en Chine, qui demande un courage assez exceptionnel. Et l'événement a été censuré des réseaux sociaux chinois. Toutes les images ont disparu. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas chercher le hashtag Pékin sur l'Internet chinois. Et pour revenir au Congrès, le discours inaugural dont on a entendu quelques extraits a été très suivi hier. On a vu sur les réseaux sociaux des images d'universités, de clubs de sport ou encore de mariages où tout s'est arrêté le temps d'écouter le discours de Xi Jinping. Et si le discours était aussi suivi, c'est parce que de nombreux Chinois avaient encore un peu l'espoir de voir les mesures sanitaires s'alléger. Mais dans son discours, Xi Jinping a assumé et maintenu le cap de sa politique zéro Covid. Donc ça a provoqué de la déception, notamment à Shanghai où les confinements locaux se multiplient à nouveau. Mais cette déception, elle doit rester discrète. Merci Lou Kissila, notre correspondante à Shanghai.
Jean-François Di Meglio, on va revenir évidemment sur la population, mais avant cela, ce 20e congrès du PCC, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce congrès, Xi Jinping devient l'homme le plus puissant de Chine depuis Mao ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes, en tout cas jusqu'à ce que la situation se retourne. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train d'atteindre un paroxysme de toute puissance. Alors, la toute-puissance, ça connaît des cycles. Combien de temps ce cycle durera-t-il ? Ma lecture de la Chine, c'est qu'elle a traversé toujours des cycles. On est clairement dans un cycle de renforcement, de fermeture, de durcissement, de Xi Jinpingisme. Xi Jinping, Oui. on peut le dire, de Xi Jinpingisme. De Xi Jinpingisme. Après, on verra si c'est effectivement du communisme, si c'est un néo-maoïsme, si c'est un maoïsme digital. Donc, indéniablement, au moment où nous parlons, devant les délégués que vous avez montrés, il est l'homme le plus puissant de Chine. Mais écoutez, l'avenir nous dira combien de temps ça dure. Thierry Volton, est-ce qu'il est obnubilé par l'effondrement de l'Union soviétique ? Oui, bien sûr, c'est évident. Vous savez, les Chinois ont observé ça avec beaucoup d'intérêt. Ils ont étudié comment c'était passé. Et donc, ils craignent beaucoup un pourrissement de la situation. Et c'est d'ailleurs le durcissement de Xi Jinping vient de là. C'est-à-dire que l'ouverture qui a été faite à partir des années 80-90, plutôt 90 d'ailleurs, par Deng Xiaoping, le gouvernement actuel et Xi Jinping particulièrement, fait en sorte que... disons, l'huile qui a été mise dans les rouages économiques ne vienne pas pourrir les esprits. Et donc, il y a une reprise en main idéologique considérable. Et c'est vrai qu'ils sont obsédés par un processus gorbatchevien qu'ils craignent énormément. Pour l'instant, il n'y a aucun risque. Excusez-moi, la Chine n'est pas prête de suivre un processus gorbatchevien. Marie-Holzmann, vous êtes d'accord ? Elle n'est pas prête du tout de suivre justement ce côté gorbatchevien. Comment a-t-il fait, Xi Jinping ? Il a effectué des purges déjà au sein du parti. On a parlé de 6 apparatchiks très proches de lui pendant ce 20e congrès. Oui, c'est vrai. C'est proche de ce qui pouvait se passer au sein du parti soviétique à l'époque, du parti communiste. Oui, mais Ou est-ce que c'est proche finalement de ce que faisait Mao aussi ? quand vous C'est dites... proche de tous les partis communistes, excusez-moi. De tous les partis communistes, oui. C'est le fonctionnement même du parti communiste. Le nouveau arrive et ceux qui étaient avant disparaissent. Excusez-moi, Marie. Non, mais vous avez posé la question, est-ce qu'il devient l'homme ? Il est l'homme le plus fort du pays depuis 10 ans. Manifestement, il s'est arrogé tous les pouvoirs. Il a créé des commissions ad hoc dont il s'est nommé lui-même président. Et là, en 2018, il a décidé tout seul qu'il ne quitterait pas le pouvoir et qu'il continuerait. Donc, il a modifié la Constitution. Il a modifié la Constitution, donc il reste l'homme le plus fort de Chine et donc quelque part du monde, parce que personne n'a autant de pouvoir que lui. Chen Yuanlin, puisque vous êtes chinoise, la seule, je dirais, de ce panel, est-ce que pour vous, il est effectivement devenu l'homme le plus puissant de Chine depuis Mao ? Moi, je n'ai pas connu l'époque Mao, donc c'est difficile de comparer s'il est plus puissant que Mao ou pas. Mais oui, je pense qu'il est l'homme le plus puissant de la Chine depuis 10 ans. Voilà, puisqu'il participe à la prise de décision les plus importantes pour la Chine. Deng Xiaoping, en fait, avait limité le nombre, justement, de mandats à 2. C'était lui, pour éviter un pouvoir totalitaire. Il revient, en fait, sur cette réforme, Xi Jinping. Oui, il a changé la Constitution en 2018, je crois. Et je pense que cela a été perçu différemment au sein du parti, aussi au sein de la Chine, parce qu'au sein du parti, il y a aussi des avis partagés. Mais je crois que cette fois-ci, lors du 20e congrès, il sera probablement réélu, voilà, de nouveau. Et donc, il fera un 3e mandat. Il n'y a pas eu de dissension plus que ça au sein du parti, Jean-François Di Meglio. Il a tout de même effectivement modifié la Constitution, alors que c'est Deng Xiaoping qui voulait éviter qu'on fasse plus de 2 mandats. Il a effectué un certain nombre de purges quand même quand il est arrivé, on le sait. C'est monolithique aujourd'hui derrière lui ? Le parti n'a jamais été monolithique. Il n'y a pas de raison que le parti demeure monolithique. S'il y a la moindre once de démocratie en Chine, si on doit la chercher, ce qui ressemble le plus probablement, c'est le débat au sein du parti. Ceci étant dit... Il y a un débat aujourd'hui au sein du parti ? Alors... déjà sur le fait qu'il renouvelle un mandat. Je pense que personne autour de la table n'est membre du parti et donc n'a accès au type de débat qu'il peut y avoir. On ne peut pas ignorer qu'il y en ait. Simplement, il s'incarne aujourd'hui d'une façon très très différente de ce qu'on a pu connaître. Et effectivement, lorsqu'on avait par exemple
un groupe dirigeant de 7 personnes ou de 9 personnes qui représentaient chacun des factions. Il n'y a plus de factions aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'il y a des représentants supposés d'une faction de Shanghai, d'une faction de la Ligue du parti, probablement qu'ils se sont alignés. Néanmoins, quand on écoute avec un peu d'attention, le maximum d'attention qu'on puisse déployer et le peu qu'on puisse entendre de nos amis chinois, on sait bien que ni le parti ni la Chine ne sont totalement alignés sur les positions qu'il faut prendre aujourd'hui. Simplement, il n'y a pas d'espace pour les exprimer et il y a encore moins d'espace pour garder sa liberté si jamais on les exprime. Thierry Volton, est-ce qu'il y a une stratégie léniniste au sein du parti ? Écoutez, en tout cas, il est clair pour moi que le Parti communiste chinois, dans son fonctionnement, est un parti communiste léniniste. C'est-à-dire qu'il répond enfin, c'est assez simple en vérité. Le fonctionnement d'un parti léniniste, c'est quoi ? C'est une idéologie, il n'y en a pas d'autre, et de fait, il n'y a aucune autre possibilité en Chine d'exprimer une autre idéologie que l'idéologie communiste. Un dirigeant suprême, c'est le cas en tout cas aujourd'hui, et un parti monolithique et qui dirige tout. Donc vous dites monolithique ? Monolithique dans le sens où, je veux dire, il n'y a pas d'autres partis que lui qui dirige, y compris dans les entreprises. Alors on vous dira, quelques personnes vous diront, mais il y a quand même des représentations de certaines minorités, etc., même de certains pseudo-partis pour faire un peu démocratique. Mais ça, c'est de l'habillage. Il y avait la même chose en Union soviétique, vous savez. Donc c'est ça, un régime léniniste, c'est ça. Donc aujourd'hui, en tout cas... Il atteint son paroxysme aujourd'hui. Ah, absolument. Il est revenu à des fondamentaux, si on pourrait dire. Et donc, on va voir ce que ça va donner, parce que c'est un peu en contradiction par rapport à l'évolution du monde, quand même, quelque part. Oui, l'évolution du monde. Une espèce de fossilisation idéologique, si je puis dire. Marie-Olza, vous êtes d'accord ? On a parlé du rapport tout de même des droits de l'homme sur la question des Ouïghours, le rapport de l'ONU. On a vu cette banderole, elle en parlait justement notre correspondante, cette banderole d'opposition qui a duré très peu de temps, mais enfin on l'a quand même vue. Bon, on a vu aussi pendant la période Covid tous ces opposants à Shanghai, ces hurlements de Chinois. Enfin on sent tout de même qu'il y a une société qui n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ce qui se passe, mais elle est muselée en fait aujourd'hui. Je crois qu'on est arrivé à un degré presque ultime d'une société totalitaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer autre chose que ce qu'on vous dit d'exprimer. Mais comme disait Jean-François tout à l'heure, la Chine est cyclique. Et c'est souvent des cycles de 10 ans. En 1979, on a eu un premier printemps de Pékin. Tout d'un coup, on a découvert que les Chinois avaient envie de pluralisme, de syndicats autonomes, de droits de l'homme, d'élections, de différentes tendances. Donc ça, c'est Deng Xiaoping, cette période ? Des syndicats. Non, Deng Xiaoping avait besoin d'une période d'ouverture parce qu'il mettait en place ses réformes économiques. Une fois que les réformes économiques étaient mises en place, hop, tout le monde était mis en prison. Wei Jingsheng a fait 15 ans de prison. Après 1989, c'était la même chose, mais cette fois-ci, c'est toute la Chine qui est descendue dans la rue en luttant contre le népotisme, pour la démocratie, pour le dialogue, etc. Là, Deng Xiaoping, il avait plus de monde en face, donc la répression a été plus violente. On a envoyé les tanks. Donc on n'est que dans une répétition de cycles. C'est une répétition constante. Et bon, après, quand vous dites 10 ans, ça lui laisse peu de temps. Non, c'est 10 ans, c'est variable. C'est une façon de parler un peu. Hein. Mais en 1999, on a vu d'immenses réformes économiques qui ont vraiment secoué toute la Chine. Ça a été dur pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelait le bol de riz en fer. Il fallait se lancer dans l'économie privée, le business et tout, s'en sortir, trouver son propre logement, etc. Et puis maintenant, on est dans l'intelligence artificielle et la surveillance absolue. Donc Xi Jinping a en quelque sorte vraiment bétonné le climat ambiant, mais je pense sincèrement, et tous mes amis autour de moi, que les Chinois sont des gens comme les autres, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils aiment leur liberté, ils aiment le pluralisme, mais qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Chunyalik, vous qui travaillez avec les entreprises, notamment entreprises françaises, cette image d'un Xi Jinping tout-puissant, ce qu'on décrit, est-ce que ça ne nuit pas ? Est-ce que ça n'est pas nuisible ? Est-ce que les entreprises ont toujours envie de s'installer en Chine ? Est-ce que ça ne leur fait pas un peu peur ? Les entreprises françaises, occidentales, je pense que ce qui les préoccupe le plus, c'est l'impact concret sur leur activité économique, sur la production, l'approvisionnement, la vente, etc. C'est vrai, en ce moment, il y a une certaine... défiance. Défiance ou
d'inquiétude et aussi d'incertitude aussi face à ce qui se passe en Chine actuellement, parce qu'on est dans une phase qui est un peu, je dirais, une phase de transition pour moi. Vous parlez de cycle, elle parle de transition. Oui, transition, parce que... je dirais pour les grandes sociétés qui sont déjà présentes là-bas, comme le groupe L'Oréal, LVMH, Schneider, etc., à moyen et long terme, c'est toujours un marché important. Je pense qu'elles seront toujours là tant que cela reste rentable. Mais c'est vrai qu'à court terme, il y a beaucoup de questions qui se posent. Voilà, sur quand la Chine pourra ouvrir de nouveau sa porte. Voilà. Et je pense qu'en ce moment, parce qu'avant le 20e congrès, on attendait qu'il y aurait des assoupliments, des mesures anti-Covid. Là, c'est clairement dit durant le congrès que voilà, qu'on en est continué. Il continue la politique justement anti-Covid. Voilà. Par contre, je pense qu'on ne pourrait pas garder la politique de zéro Covid à jamais. C'est impossible. Donc, il faudrait un moment, je pense qu'on attend un moment qui serait approprié aux yeux du gouvernement pour pouvoir faire une transition de politique. Et effectivement, changer cette politique zéro Covid. On va y revenir, mais tout d'abord, on va parler de Taïwan, puisque Xi Jinping a été particulièrement applaudi quand il a évoqué la question de la réunification de la Chine et de Taïwan. Il a expliqué d'ailleurs que la Chine ne renoncera jamais à l'usage de la force pour obtenir cette réunification et qu'il prendrait aussi toutes les mesures nécessaires pour bloquer tout mouvement séparatiste. On l'écoute. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même. Et elle doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force. Devrait-il envahir Taïwan ? Et à quelle échéance ? Parce qu'en fait, les Taïwanais ont peur, eux. Alors, enfin, eux parlent de 2020. Oui, si vous permettez, comme dans beaucoup de sociétés qui sont menacées, mais qui vivent quotidiennement avec la menace, la population taïwanaise est consciente du risque, mais n'est pas angoissée par le risque. Ah oui. Parce qu'elle s'y prépare et elle est en train de changer, elle est en train de prendre conscience aussi qu'elle a des ressources. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce qu'on a vécu une période d'insouciance qui tenait à la grande prospérité de Taïwan, qui tenait aussi à cette euphorie. Il faut rappeler que Taïwan est passé de l'état d'autocratie, comme on le voit encore en Chine, à l'état de démocratie extrêmement active, extrêmement vivante, de démocratie directe, à partir de 1987, et avec une évolution qui s'est accélérée dans les dernières années. Donc, cette population, elle sait maintenant ce qu'elle a à défendre. Et elle prend conscience, contrairement à cette insouciance qui était la sienne, qu'elle a peut-être des moyens, y compris la défense civile. Elle entend ça, elle n'est pas sourde, elle sait bien que la menace existe. Pour autant, est-ce qu'elle a peur ? Elle n'a pas peur, mais les dirigeants sont forcément inquiets. Et c'est pour ça que les dirigeants nous demandent, et je pense qu'en tant que nations occidentales et démocraties occidentales, nous devons entendre cet appel, que ce que représente Taïwan n'est pas simplement une partie de la Chine. Ce que représente Taïwan, c'est aussi une partie de la démocratie et des systèmes ouverts qui règnent un peu partout dans le monde et qui sont représentés aussi en Asie. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à Taïwan. C'est effectivement la lutte contre la démocratie et l'autocratie. Pourquoi parce que vous qui êtes l'historien de ce aussi, pourquoi est-ce que pour les Chinois comme Xi Jinping, mais il n'est pas le seul, ce n'est qu'une seule Chine, Taïwan ? D'abord parce que, bon... Pour résumer... Non, mais bien sûr, je ne veux pas faire d'histoire. Quand vous avez dit qu'il a été particulièrement applaudi pendant le congrès lorsqu'il a parlé de Taïwan et de la réunification, il faut savoir que tout ça est réglé à la minute même. À la minute même, oui. Donc... Et vous avez des gens qui font... Bref, c'est pire qu'un show télévisé, cette affaire-là. Donc les applaudissements sont autant naturels que... Bon, bref. En ce qui concerne Taïwan, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que c'est vrai que... alors, il y a un discours nationaliste de Xi Jinping qui est incontestablement celui qui est tenu, mais ce qui gêne le plus dans Taïwan pour le
au gouvernement chinois et pour les communistes chinois, c'est que la prétention du communisme chinois est de penser que finalement l'idéologie communiste est tout à fait adaptable et formidablement adaptable avec le confucianisme. Et c'est important parce que, excusez-moi, Taïwan est aussi une terre de confucianisme et c'est une démocratie formidable. Donc c'est un contre-exemple qui est excessivement dangereux idéologiquement. C'est bien plus dangereux que n'importe quoi pour le Parti communiste parce que, excusez-moi, pour un parti communiste, ce qui est le plus important, c'est l'idéologie. S'il y a un contre-exemple idéologique avec des mêmes populations, des mêmes cultures que eux, c'est un contre-exemple qui est terrible, qui peut éventuellement donner des idées à des Chinois du continent. Et là, je veux dire, c'est un risque qui est bien plus important que toute chose, à mon avis. Mario Holtzman. Allez-y, Chinois aussi. Je vous donne la parole juste après. Mario Holtzman, est-ce qu'à votre avis, ils vont finir par effectivement intervenir militairement? Parce que manifestement, les Taïwanais ne souhaitent pas être unifiés à la Chine continentale. Je pense que c'est le grand rêve de Xi Jinping, parce que pour rentrer dans l'histoire, il faudrait quelque part qu'il réunifie complètement la Chine, mais il ne faut pas perdre de vue... Qu'il unifie la Chine. Qu'il unifie la Chine, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a quand même écrasé Hong Kong et que le monde occidental n'a pas réagi. Hong Kong, c'était la partie encore démocratique de la Chine. Et donc là, maintenant, Taïwan n'a plus de protection. Hong Kong, c'était un peu le tampon entre la Chine communiste et la démocratie. Mais on va écouter justement Joe Biden. Je vous fais justement réagir juste après. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre Hong Kong et Taïwan, si on en croit le président américain. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. To be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. Chunyani, ça veut dire la guerre mondiale, là. En fait, sur cette question, j'ai plusieurs points à souligner. Premièrement, il y a quelques jours, j'ai rencontré un étudiant HEC venant de Taïwan lors d'un événement à l'association HEC. Il n'avait pas l'air tellement inquiet. Deuxièmement, si dans le discours officiel du 20e congrès, on a dit que la Chine n'abandonnerait pas la Fox si nécessaire, il y a une autre phrase quand même avant ça, c'est que la Chine chercherait d'abord à résoudre le problème de manière pacifique. On dit s'il y a une seule chance pour que cela soit résolu de manière pacifique, on ferait des efforts. Pour vous, c'est une seule Chine? Non, je vais y revenir. Voilà, donc ça c'est un premier point. Je pense que c'est quand même important. Il ne faut pas exagérer. C'est vrai qu'il y a des tensions. Voilà, il faudrait résoudre ce problème. C'est aussi en partie à cause des provocations américaines dans cette région. Deuxièmement, je me demande pourquoi les États-Unis sont tellement passionnés pour intervenir dans la zone Asie-Pacifique. Parce que les Taïwanais et les Chinois de la Chine continentale, nous avons la même culture, la même histoire, la même racine. Aujourd'hui, il y a encore des trésors qui ont été pris de la cité interdite, qui sont gardés au musée national. Donc ça justifie, ça justifie une intervention. Laissez-moi terminer. Oui. Non, ça justifie rien. J'explique les choses. Enfin, ça, c'est un premier point. Les affaires chinoises, moi, je suis d'accord qu'il faut laisser les Chinois se parler entre eux, s'asseoir et négocier. Pourquoi les États-Unis veulent intervenir, d'ailleurs, depuis des années, dans les affaires des autres pays? Mais ça sera à la demande des Taïwanais. C'est ce que dit Joe Biden. Mais si on regarde les résultats des interventions américaines dans d'autres pays, au Moyen-Orient, en Afghanistan, on a eu quoi? Donc, eux, ils sont là pour créer pour provoquer les Chinois, pour provoquer les Taïwanais, pour provoquer la Chine continentale, mais cela apporterait quoi? Mais nous, les Chinois, on sait se parler. On a la même culture, etc. Si vous permettez, non, je n'ai pas terminé. Excuse-moi, parce que vous avez parlé... Terminé, mais il faut qu'ils réagissent aussi. Oui, bien sûr. Dernier point, rapidement. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'unité est tellement importante pour les Chinois? Je ne défends pas, je ne défends pas la décision du gouvernement chinois, mais je voulais dire, je souhaite sincèrement que cela soit résolu de manière pacifique et qu'il ne faut pas avoir trop d'intervention occidentale. La seule manière pacifique possible, et alors si c'est possible, faisons un référendum à Taïwan. C'est la seule manière pacifique, madame. Vous faites un référendum... Excusez-moi, laissez-moi finir, vous avez parlé, donc je vous permettrai. Donc vous faites un référendum libre, démocratiquement, surveillé par l'ensemble de la coopération internationale, et à ce moment, on verra qu'est-ce que décidera le peuple taïwanais. Attendez, madame, si le peuple taïwanais dit on ne veut pas être unifié, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez l'armée? Alors, est-ce que vous savez à ce jour combien de pays qui ont admis qu'il y a une seule Chine?
y compris la France. Mais non, mais ça c'est de la géopolitique, madame. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Officiellement, la France admet qu'il y a une seule Chine. Non, officiellement. Mais demandez aux gens concernés. Si vous voulez du pacifisme, demandez aux gens concernés. Laissez les Chinois de la Chine continentale et les Taïwanais discuter, s'asseoir sur la même table et négocier entre eux. Voter. Oui, mais il y a aussi la voix de la Chine. Vous savez, l'accord, le consensus de 1992, Taïwan et la Chine continentale sont arrivés à un accord pour dire qu'il y a une seule Chine. Oui, la mais question... on ne dit pas laquelle. Oui, mais ça, c'est laisser les Chinois discuter entre eux. Oui, c'est important. Vous parlez du consensus. Mais pourquoi voulez-vous intervenir dans les affaires intérieures des autres pays? Si les Chinois viennent dire... Un vote, ce n'est pas une intervention, madame. Un vote, ce n'est pas une intervention. Si les Chinois viennent... Jean-François Dimeglio. En 1992, on était dans une démarche typiquement diplomatique, et c'est ce que vous souhaitez. Oui, mais c'est et cette démarche diplomatique a obtenu ce résultat de reconnaître une seule Chine, mais aussi de ne pas dire laquelle. Donc voilà à quel résultat... Oui, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est un consensus. Mais quand on dit pas laquelle, donc c'est l'ambiguïté. Mais c'est pas grave. Ce consensus chunien est un consensus de 1992. Aujourd'hui, ce consensus, apparemment, ne tient plus parce que les électeurs taïwanais, comme le dit M. Walton, ne sont plus totalement en adhésion. Vous connaissez combien d'électeurs taïwanais? Il suffit de regarder les résultats. C'est très simple. Madame, si vous avez aussi confiance que ça dans l'avenir de la Chine unique sous un parapluie non, communiste, je n'ai pas dit ça. J'ai dit laissez les peuples s'exprimer. Mais il y a aussi les Chinois de la Chine continentale. Moi, je suis chinoise, je peux m'exprimer aussi. Donc je vous dis, pour moi, le plus important, c'est le partage d'une même culture, d'une même histoire. D'ailleurs, je vous dis, quand j'étais à HEC, dans notre promotion, il y avait une étudiante taïwanaise. Tous les Chinois de la Chine continentale, on était très amicaux avec elle, on s'entendait très bien. Cela me convient, parce que la question politique, c'est pas le plus important. À la fin, c'est la paix. Mais comment y arriver à la paix, c'est pas les interventions américaines qui vont permettre. Mais ça, c'est évident. Laissez Marie Haussmann répondre, s'il vous plaît, justement sur cette question. D'ailleurs, les États-Unis, là, sont beaucoup plus déterminés à intervenir, d'après ce qu'on entend, que du temps de Hong Kong. Alors, attendez, laissez-la parler, s'il vous plaît. On peut en parler. Hein. Oui, Marie Haussmann. D'abord, je crois mettez les pieds dans le plat, si je puis dire. Les Taïwanais ont toujours dit l'expression « Baoche Xianzhuang », c'est-à-dire on va garder le consensus actuel. Ne bougeons pas, restons comme ça. On dit qu'il y a une seule Chine, nous on est ici, eux ils sont là. On a l'impression qu'ils changent de langage. C'est déjà très bien comme ça. C'est sûr, mais pour le moment, c'est ce qu'ils espéraient. Bon, maintenant, la Chine devient de plus en plus agressive. Il faut se rappeler que la loi qui autorise la Chine, enfin la loi où la Chine s'est autorisée à utiliser les armes pour attaquer Taïwan en cas de séparatisme, comme ils disent, date de 2005. Donc c'est quand même assez vieux déjà. Mais ils ont fait ça de façon unilatérale. Vous bougez, on tire. Voilà. Et puis, on a d'un côté une démocratie qui n'a aucune envie d'aller dans un système totalitaire. Du temps du Kuomintang, Ma Ying-jeou en particulier, il disait, mais il n'y a aucun problème, on veut bien retrouver la Chine, ou trouver la Chine, si elle est démocratique. Si elle n'est pas démocratique, on reste comme on est. Voilà. Donc il y a bien une différence de système politique, en fait, c'est ça. Je pose une simple question. Les États-Unis ont intervenu au Moyen-Orient ou dans d'autres pays. Laissez-moi terminer. C'est en lien avec ça. C'est au nom de la démocratie ou au nom de leur propre intérêt. Voilà. Je laisse. C'est une question ouverte. Alors, est-ce que les deux peuvent se rejoindre? C'est ça la question. Ça, c'est une bonne question. Moi, au moins, on a le droit de poser la question. Voilà. Jean-François Dimeglio. Effectivement, la seule façon de rejoindre les deux, c'est d'écouter ceux qui ont quelque chose à dire, et donc c'est les personnes. Oui, mais alors justement, la diplomatie chinoise est-elle de plus en plus agressive? Par exemple, vis-à-vis même de, il y a Taïwan, puis il y a d'autres îles dans le sud de la mer de Chine. Est-ce qu'il y a plus d'agressivité? Alors, il y a certainement un ton. Il y a certainement aussi ce qu'on a tendance très souvent à occulter, la perception. Je ne dirais pas de menace, mais de faiblesse. En fait, très souvent, vous savez, quand on parle fort, c'est parce qu'on se sent pas aussi fort qu'on voudrait que les autres le perçoivent. Et on constate bien que plus les problèmes internes de la Chine grandissent, plus cette agressivité grandit. Donc je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, si ça nous était permis, ce serait effectivement de nous rendre en Chine, ce serait
si la Chine le voulait bien, qu'on l'aide effectivement à se développer selon le modèle qu'elle semblait suivre depuis quelques années, les choses iraient peut-être mieux. Si effectivement la Chine ne retournait ça, pas... on le fait quand même depuis très très longtemps, non, des coopérations économiques avec la Chine. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, Chunyan l'a évoqué, c'est de plus en plus difficile de se rendre en Chine. Je ne sais pas combien d'entre nous c'est temporaire pour moi, il faudrait attendre. Après, il faudrait... passer plus de temps à trouver une meilleure solution pour la coopération aussi. Voilà. Un mot peut-être sur les liens avec la Russie, Thierry Volton, justement pour faire le lien entre ce qui se passe évidemment côté Taïwan et Chine et ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que ce qui se passe en Ukraine fait tout de même réfléchir Xi Jinping sur justement une intervention possible ou probable à Taïwan ? Je pense que oui, effectivement. Et je pense que, évidemment, je n'ai aucune hypothèse, je ne suis pas dans le secret des dieux, ni certainement pas au bureau politique du Parti communiste chinois, mais je pense que ils ont observé d'abord la situation avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que si jamais le plan de Poutine avait réussi, c'est-à-dire si au bout de 4-5 jours, une semaine, peut-être 15 jours, il avait réussi à envahir totalement l'Ukraine et mettre un gouvernement fantoche, etc., ça aurait sans doute encouragé les Chinois peut-être à eux-mêmes essayer une opération de force à Taïwan, sachant que les Occidentaux auraient été un peu débordés, ne peuvent pas de front à la fois, c'était très compliqué stratégiquement parlant. Donc, en vérité, je pense que la résistance ukrainienne a quelque part... Peut-être qu'on le saura plus tard dans les livres d'histoire, a quelque part sauvé les Taïwanais d'une situation critique. À court terme, peut-être. Non, à court terme, oui, ça c'est sûr. En tout cas, la réaction occidentale en ce qui concerne l'Ukraine, assez solidaire pour l'instant. Attendez, c'est une histoire assez longue tout ça, ça va pas se finir demain matin. Pour l'instant, est effectivement une alerte pour Pékin parce qu'ils se disent, bon, finalement, les Occidentaux qui sont assez faibles, ils l'ont montré en Afghanistan, n'est-ce pas, et ailleurs encore, finalement, quand ils se mettent d'accord, peuvent être assez forts. Donc, je pense que ça peut faire réfléchir actuellement le gouvernement taïwanais de Pékin. Vous êtes d'accord ? Oui. En tout cas, jusqu'en 2049, peut-être. Parce que si j'ai bien compris, c'est 2049, c'est la date fatidique le 100e anniversaire de la prise de la Révolution. Et à ce moment-là, il souhaiterait une Chine réunie. Il aura 95 ans. Oui. Non, mais il sera peut-être plus là. Enfin. Mais est-ce que ça veut dire que est-ce que ça changerait d'ailleurs ? Si on parle de l'intervention des Américains, je pense qu'il faut voir que en unifiant Taïwan et la Chine, les Chinois vont s'arroger le privilège de considérer que tout le détroit, toute la zone maritime leur appartient. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur, non seulement aux Américains, mais aux Japonais, aux Australiens. Les Philippins se sont plaints devant la Cour de la Haye, la Cour internationale, parce qu'ils pensaient que les Chinois étaient en train d'essayer d'annexer des petites îles philippines et qu'ils ne voulaient pas. Les Philippins ont gagné et la Chine s'est assise sur le procès en disant « ça ne nous concerne pas ». Et c'est ça il faut tout ce background pour comprendre que si le détroit de Taïwan est bloqué par la Chine, à ce moment-là, les Japonais n'auront plus de pétrole, par exemple. Ça, c'est un gros problème. C'est un énorme impact et c'est là peut-être que les intérêts bien compris peuvent rejoindre la problématique démocratique. Je veux dire, ça, c'est des analyses, des choses qui ne sont pas encore arrivées. On ne sait pas. Voilà, il y a plein de choses qui dépendront finalement aussi des négociations. Il faut aussi connaître l'histoire de Taïwan et de cette zone Asie-Pacifique. Déjà, j'ai vu des versions différentes sur ces histoires. Et après, je me demande toujours, est-ce que l'Asie doit être protégée par les États-Unis? Je ne comprends pas pourquoi. Excusez-moi, le Japon est en Asie, il me semble. Les Philippines aussi sont en Asie, il me semble. Pourquoi l'Asie doit être protégée par les États-Unis? Est-ce que la Chine a envoyé des bateaux près des États-Unis? Elle n'a jamais fait ça. Parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. Excusez-moi. Oui, pas encore fait. C'est en fait. Elle n'a pas encore fait. Je ne pense pas qu'elle a l'intention de le faire. Mais pourquoi les États-Unis se permettent pas sur l'avenir pour ça. D'intervenir en Asie-Pacifique? Je ne comprends pas. En tout cas, on sent bien les tensions. On va revenir d'ailleurs sur la politique interne à la Chine, parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. Est-ce que l'économie est finalement le talon d'Achille de la Chine? On va revenir sur cette question d'abord avec un reportage de notre correspondante Lou Kissila, justement à Shanghai, qui évoque cette politique zéro Covid. La politique zéro Covid vue de l'intérieur. Ces vidéos prises dans une bouche documentent de très près le nouveau rituel auquel se plient des centaines de millions de Chinois chaque jour. Ces images singulières sont l'œuvre de Seyuan Zhudi. On fait ces tests tellement souvent que maintenant c'est devenu une partie de notre quotidien.
L'artiste veut interroger cette nouvelle réalité. Il enregistrera ses tests tant qu'ils seront obligatoires pour accéder aux lieux publics ou voyager dans le pays. Je préfère ne pas critiquer qui que ce soit. Je veux juste montrer la réalité au public pour que chacun se fasse sa propre idée. Pour vivre en Chine, il faut se plier aux mesures sanitaires. Au nom de la lutte contre le virus, les habitants peuvent être enfermés à tout moment. Et à l'approche du 20e congrès du Parti communiste, les confinements se multiplient. Ici, les hommes en blanc armés bouclent un aéroport pour seulement une trentaine de cas dans la région. Il y a des centaines de personnes. On ne peut ni prendre l'avion, ni sortir de l'aéroport. Ailleurs, l'intégralité de la province du Xinjiang est en confinement strict, alors que certaines zones ne comptent aucun cas positif. Cet expatrié français en vacances dans la ville de Kashgar est bloqué depuis 10 jours. Il n'y a pas de cas de Covid ici. Toute la ville a été testée les 7 derniers jours. Donc il n'y a aucune raison valable d'emprisonner les gens chez eux. J'ai aucune idée de comment je vais pouvoir partir d'ici. Même à Shanghai, 2 mois de confinement total au printemps n'ont pas suffi. Les barricades autour des habitations réapparaissent sous les yeux résignés des habitants. Je suis arrivée ce matin pour faire le ménage et la police est venue nous demander de rester ici. On ne peut plus partir. En ce moment, les déplacements sont plus que jamais restreints en Chine. Par exemple, un message d'erreur s'affiche sur les téléphones de milliers de personnes qui voulaient se rendre à Pékin. Mais avec ce message, impossible d'embarquer dans un train ou dans un avion direction la capitale, transformée en forteresse sanitaire. Jean-François Dimoglio, ça nuit évidemment à l'économie chinoise, ce qui se passe. 100 millions de Chinois encore confinés. Alors effectivement, c'est quand même la grande énigme. Est-ce que ça veut dire que l'économie devient le talon d'Achille de la Chine ? Avec en plus, aujourd'hui, ils ont décidé de reporter les derniers chiffres de la croissance, d'ailleurs. Oui, non, on a énormément d'indicateurs. Rappelez-vous ce qui s'est passé autour du secteur immobilier. On voit bien que le secteur financier, qui a toujours été fragile, n'a pas été réformé. Et on voit bien que les moteurs de croissance, qui étaient quand même en panne, ou en voie d'être en panne, ne sont pas repartis. Et bien sûr, tout ça n'arrange pas les choses. En fait, ce qui est très difficile à comprendre, c'est comment ce pays qui a toutes les chances, comme on l'a dit plusieurs fois ici, de prendre un certain nombre de leadership, est en train, d'une certaine façon, de se tirer une balle dans le pied. Parce que s'il y avait quelque chose qui nous intéressait, qui nous fascinait, c'était cette capacité de la Chine à sortir les personnes de la pauvreté. C'était une très belle réussite et on craint quand même que non seulement la classe moyenne qui était promise à l'accession à un certain niveau de richesse, finalement n'y accède pas, mais peut-être que la Chine régresse si ça continue. La Chine, elle peut régresser, cette Chine, justement, d'un point de vue économique, avec cette politique... Démographique, elle le fait. Démographiquement, bien sûr. Est-ce qu'elle reste quand même le hub de l'industrie mondiale aujourd'hui ? On a vu que le secteur de l'immobilier s'effondrait. Est-ce qu'il prend un risque, là, effectivement, Xi Jinping ? Je pense que, comme dit, il y a les plus et les moins aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie chinoise subit une grande pression et cela dépendra aussi de la durée, en fait, de la politique actuelle, de la gestion du Covid. Mais vous souhaiteriez qu'il arrête ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit arrêté au moment approprié. Après, personnellement, j'aurais aimé voir une sorte de simulation de scénarios avec des chiffres, des données, c'est-à-dire entre différents scénarios, pourquoi on a pris une décision. Je n'ai pas vu en fait plus de détails sur le processus de la prise de décision. C'est pas une question de contrôle pour vous ? Comment dire, de manière générale, je dirais que la communication du gouvernement chinois est assez opaque. D'ailleurs, c'est un mot dans la culture chinoise aussi. C'est-à-dire, en Chine, quand un chef prend une décision, il n'a pas cette obligation d'expliquer en détail pourquoi. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas. Ce que je souhaite, et comme beaucoup de mes amis chinois, c'est que cette pandémie se termine d'une façon ou l'autre. Après... Enfin, vous voyez bien la différence avec les pays en Occident, en Europe, où plus personne ne porte de masque. Enfin, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se comprendre souvent. Et après, je pense que sur certains secteurs, par exemple sur le marché automobile ou d'innovation ou l'intelligence artificielle, etc., il y a quand même encore beaucoup de potentiel en Chine. Voilà. Thierry Volton, pourquoi une telle politique ? C'est du contrôle de la part de Xi Jinping. Ça, c'est ce qu'on subodore. C'est sûr que la peur de la maladie, le spectre de la mort est quelque chose qui a souvent été utilisé par les pouvoirs pour accélérer leur contrôle. Donc là, effectivement, c'est une situation formidable. Maintenant, est-ce qu'il avait besoin de ça ?
j'en suis pas certain. D'où vient cette peur un peu irrationnelle, je dois dire, dans une certaine mesure de ce... Bon, alors je comprends bien qu'il y a eu beaucoup de morts, des millions de morts maintenant dans le monde entier à cause du Covid, mais là, on est dans une situation surréaliste, puisque dès qu'il y a 3 cas, ils bloquent absolument tout. Donc là, c'est vraiment, comme a été dit, c'est une balle qui se tirait dans le pied. Et à mon avis, cette politique de durcissement va avoir des répercussions gigantesques sur l'économie, bien plus qu'on pense aujourd'hui. D'abord parce qu'elle va déjà assez mal, cette économie. Et donc, je pense que, et là je crois que nous avons assisté à une espèce d'asymptote de la Chine, et nous allons assister calmement, lentement, à un déclin de la Chine, j'en suis intimement convaincu. Et alors je finirai là-dessus, et après je promets je le tais. Je pense que c'est une période excessivement dangereuse, parce que le gouvernement chinois actuel, qui croit à sa puissance, qui croit à son avenir, puisqu'il parle de 2049, qui croit à tout ça, risque de se retrouver dans une situation dangereuse vis-à-vis de la population, etc. Je n'ai pas dit qu'elle va se révolter, j'entends bien, elle m'a une grande déception, et qu'une façon de rassembler ce peuple qui sera un peu désillusionné par rapport à tout ça, c'est une poussée nationaliste très forte qui existe déjà vers une agression extérieure. Marie Holzmann, moi j'ai lu qu'on appelle ça le pays dû, c'est-à-dire ces mères qui partent avec leur fils, qui quittent la Chine, le mari reste en Chine et travaille pour en fait qu'ils puissent avoir un revenu, et elles font tout pour partir, pour élever leur fils unique à Singapour, enfin ailleurs en Asie. C'est un vrai phénomène ça ou La plupart des hauts dirigeants ont leur famille à l'étranger. Xi Jinping en premier, sa fille a fait ses études dans les universités américaines, elle est retournée en Chine sur les ordres de son père, et on dit qu'elle est repartie aux États-Unis pour épouser un Américain. Alors est-ce que ça serait la classe moyenne éduquée qui maintenant ferait ce type de choses, plus parce qu'il y a une politique justement anti-Covid ? Non, c'est depuis au moins 40 ans que beaucoup d'hommes d'affaires chinois demandent à leurs collègues de les aider à donner un visa pour que leur fille ou leur fils puisse aller faire des études ailleurs, aux États-Unis. Donc il n'y a pas de syndrome zéro Covid ? Disons que ça a accéléré le phénomène, mais il est de plus en plus difficile de quitter la Chine. Donc, d'un autre côté, ça a freiné le phénomène. Mais là, maintenant, puisqu'on parle des enfants, il y a plein de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants, qui disent dans un pays comme ça, moi, je ne fais plus d'enfants. Donc, c'est aussi une forme de réaction. Vous comprenez la déception de la classe moyenne chinoise qui existe. Elle n'existait pas il y a 50 ans sous le maoïsme, elle a existé grâce à l'enrichissement du pays. On estime à peu près à 250 millions cette classe moyenne qui a commencé à venir à Paris, ailleurs, à voyager, etc. Et tout d'un coup, elle se trouve complètement bloquée. Et il est évident que ça va poser des problèmes gigantesques d'adhésion et de... Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir des révoltes, mais ça va poser... Il peut y avoir, vous savez, il y a des moyens de résulter en traînant les pieds, si je puis dire. Jean-François Dimiglio, donc il y a un ensemble de facteurs quand même qui poussent vers le déclin. Alors, encore une fois... Même si on parle beaucoup de la rivalité d'ailleurs entre les États-Unis et la Chine d'un point de vue technologique, il y a tout de même une bataille là très forte. Oui, non, le grand paradoxe, c'est que le parti a des capteurs partout et ne peut que percevoir tout ce que nous venons de dire. Enfin, un capteur démographique, c'est pas compliqué à avoir, et un capteur d'opinion ou d'émigration, c'est pas compliqué non plus à avoir. Et tout se passe comme si on était bloqué en ne percevant pas l'importance de ces capteurs. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, si vous avez, et vous l'avez entendu, nous quatre, nous sommes tous d'accord. Ça ne peut plus tenir. Something has to give. Même Chun-Yan l'a dit. Je pense qu'il y aurait des ajustements au bout d'un moment, parce que s'il y a beaucoup de pression économique et psychologique aussi, parce que ça fait plus de 2 ans et demi que je n'ai pas pu revoir mes parents. Je pense que les Chinois qui vivent à l'étranger aimaient bien aussi pouvoir revoir les membres de leur famille. Donc au bout d'un moment, les pressions économiques et psychologiques deviendront plus grandes. Et c'est possible qu'il y ait des ajustements. Voilà. Mais ça veut dire changer de ligne complètement. Ça, je ne sais pas. Vous savez, ça peut être aussi un pouvoir autoritaire, totalitaire, les ajustements, ça peut être aussi contre le peuple. Oui, et puis économiquement, ça veut dire quand même avoir une ligne peut-être moins dogmatique, remettre un peu d'économie de marché, comme avait fait Deng Xiaoping ou pas, Marie Holzmann. Le problème avec Xi Jinping, c'est qu'une fois qu'il a une idée en tête, il ne la lâche pas. Il y a eu beaucoup de... Et son idée, c'est, en un mot... C'était zéro Covid, par exemple. C'était la lutte contre la corruption. Il a toutes sortes d'idées très, très, très fermées. Maintenant, il veut renationaliser les entreprises. On a des grands patrons comme Jack Ma qui ont fait en partie la fortune de la Chine, qui ont été anéantis, etc., etc. Et il n'a jamais fait marche arrière. Il continue sur sa ligne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il continue sur sa ligne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Marie Holzmann, Thierry Volton, merci Chun-Yan Lee, merci Jean-François Dimiglio et merci à vous tous.
de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.